Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro 151 de Mobilidé, votre magazine automobile sur votre média de proximité. C'est l'histoire d'une marque synonyme de passion et qui a contribué à la création d'un véritable mythe. Son emblème, c'est un scorpion, bah oui, vous l'avez deviné, il s'agit de la marque Abarth. Nous sommes aujourd'hui dans un endroit exceptionnel. Regardez, ce tout nouveau musée Squadra Abarth à Lire, près d'Anvers. 175 voitures sont exposées ici sur 5000 m² d'espace d'exposition. La Squadra Abarth, c'est la destination ultime pour tous les fans d'Abarth. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Des voitures fun, ça existe encore. En version électrique et sportive, ça devient une denrée rare. La dernière Abarth 600e Scorpionissima est de celle-là. Nous l'avons testée sur le circuit de Bilstein, bluffant. Nom de code X19. Le petit coupé Fiat aux formes anguleuses des années 70 en a fait tourner des têtes, surtout sur le marché américain. Pas très puissante, mais légère, elle est aujourd'hui un objet de collection convoité. On vous raconte son histoire étonnante. Féru d'automobile depuis le plus jeune âge, Paul Breuer est à la base de nombreux projets pour des marques italiennes comme la Fiat 128 Sport, sortie en 1972. L'histoire du designer verviétois est racontée aujourd'hui dans un ouvrage consacré à sa carrière. Abarth, d'abord, c'est la même année que moi, c'est 1949. Et Abarth, c'était toujours un peu comme un petit mécano. Abarth, il n'avait jamais fait de voiture directement originelle, mais il avait toujours pris de pièces des autres marques. Il avait coupé de voitures de 600, il avait coupé des Alfa, il avait coupé de Porsche et faire la meilleure pièce ensemble, mélanger une très bonne voiture. On trouve des voitures ici, des Abarth, de Fiat, de Simca, de Saab, de Ford, un peu mélange, mais toujours des voitures qui sont agréables et spéciales. Le petit oiseau jaune, c'est une ex-voiture Roosevelt de l'Amérique et qui roule très bien, qui était aussi de Didi. La voiture, il était de Didi, je ne savais pas que vous savez ça. Didi, il avait roulé Liège-Rome-Liège et gagné avec Coupe de Source, gagné avec. Et moi, j'ai aussi déjà gagné beaucoup de rallyes avec. Mais ça tout dépend le jour. Mais la voiture qui me plaît le plus, c'est ça. Le plus rare, c'est la Lada Shifter. La Lada Shifter, c'est une voiture 2 places. Voiture de sport qui était prévue par l'Union soviétique, mais il est tombé l'Union soviétique et c'est jamais construit. Mais j'ai trouvé la voiture en Angleterre et j'ai eu de la chance d'acheter et maintenant il est ici. C'est un prototype sur la base de Samara. C'est unique dans le monde entier. Simca, c'est beaucoup de monde qui oublie ça. C'est Fiat et sur la base de Simca. Ils ont construit de Fiat en France et qui est aussi beaucoup de monde, ils ne savent pas, par exemple Gordini. Si on dit le nom de Gordini, tout le monde passe à Renault, mais Gordini, il avait commencé de faire rouler avec Fiat et après avec Simca et il avait même eu un garage Fiat à Paris. L'histoire d'Abarth est intimement liée à Fiat qui la rachètera en 1971. Celle de la Fiat X19 est pour le moins étonnante. C'est en visitant les ateliers du designer Bertone que Giovanni Agnelli, patron de la marque italienne, a découvert ce prototype qui allait rapidement donner naissance à un petit Spider au look
totalement étonnant, mais au succès important. Vincent Franzen a retrouvé un exemplaire tout juste sorti de restauration du côté de Verviers. La saga de la Fiat X109 débute dans les infrastructures du célèbre designer Bertone, qui dévoile en 1969 un concept titillant la curiosité, l'Auto Bianchi Runabout. Particularité, une ligne annonçant clairement les tendances des 70s et une mécanique de Fiat 128 en position centrale. Sur ses planches à dessin, Bertone fera évoluer son concept car et Gianni Agnelli, patron de la Fiat, sera séduit, au point de mettre en production une version plus réaliste de l'engin, la X109, était née. Et pourtant, Fiat, au début des années 70, ne respirait pas nécessairement la santé financière. Mais l'époque était telle que malgré les ennuis, un patron pouvait décider de lancer un modèle ayant tout d'un ovni comparé au reste de la gamme. Ce petit roadster a en outre reçu un nom bien étrange, X109. En fait, le code du projet chez Fiat. À titre d'exemple, la Fiat 128 était codée X11 et l'Auto Bianchi A112 X12. Mais pourquoi avoir conservé ce code? Pour faire différent, tout simplement parce que cette auto l'était. Et dès sa présentation au Salon de Turin 1972, elle va défrayer la chronique. Pensez donc, la base de la X109 n'est autre que l'ultra classique Fiat 128. Mais Nuccio Bertone et le designer Marcello Gandini ont une imagination sans limite, ce qui a donné une mécanique renvoyée en position centrale arrière et surtout une ligne qui semble tout droit sortie d'un album de Michel Vaillant par son côté futuriste. Dans les grandes lignes, on a affaire ici à une stricte 2 places dont le toit, noir, peut être enlevé à la main. Traduction, une targa. Si la ligne détonne, sous le capot c'est assez modeste, avec un 1300 cm3 de 75 chevaux qui laissera sa place en 1978 à un 1500 cm3 de 85 chevaux. Des puissances encore revues à la baisse sur le marché américain en raison des restrictions locales, ce qui n'empêchera nullement la X109 de connaître un succès exceptionnel au pays de l'oncle Sam, où son allure était radicalement différente de celle des productions locales. Les Américains ont même été jusqu'à l'appeler Baby Ferrari. Dans les années 80, c'est d'ailleurs aux USA que sera vendue la grande majorité des X109. L'habitacle est forcément restreint avec 2 sièges sport à appui-tête incorporés. Quant à la planche de bord, elle est traditionnelle avec des interrupteurs bien connus chez Fiat. Derrière le conducteur, on trouve une petite lunette, le moteur en position transversale avec boîte à 4 puis 5 rapports, mais aussi un 3e volume sous la forme d'un petit coffre. Ajouté à l'espace de rangement à l'avant de la voiture, on se retrouve en fait avec une auto de taille réduite, certes, mais qui permet d'embarquer pas mal de choses. Sur la route, la Fiat X109 s'avère on ne peut plus agréable. Certes, de l'huile de bras est nécessaire pour l'emmener sur de tortueuses petites routes et sur notre modèle d'essai, le freinage était tout sauf agressif. Il n'empêche, le caractère sportif de l'engin est évident et on se prend rapidement au jeu en montant dans les tours afin de faire chanter la petite mécanique. Petite, mais nullement paresseuse. La propriétaire de l'auto nous a même avoué qu'elle embarque parfois dans des dérives contrôlées, preuve de la qualité du châssis et des performances de la X109. Aujourd'hui encore, cette Fiat d'un genre différent fait tourner les têtes, comptant parmi les autos que tout quinquagénaire ou sexagénaire a forcément connu sur les routes, et jamais oublié, dès l'instant où sa ligne est tellement différente de toutes les autres. Bref, cette voiture a la cote et elle ne cesse de déchaîner certaines passions. La fin de carrière de la X109 est tout aussi improbable que son concept. En 1982, Fiat décidait en effet que le jeu avait assez duré, d'autant qu'une certaine Uno réclamait de la place sur les lignes de production. De quoi sans doute choquer Bertone, qui a récupéré le modèle, en fait son modèle, pour en poursuivre la production. La Fiat X109 est donc devenue Bertone X109, se voulant plus classe, multipliant les séries spéciales et poursuivant son existence jusqu'à la fin des années 80 avec une version grande finale, soit 17 ans après son apparition turinoise. Au total, version Fiat et Bertone confondues, ce sont près de 175 000 X109 qui ont été vendus. Pas mal du tout pour un ovni. Étonnant parcours que celui de cette Fiat X109 signée Bertone et cette belle de Turin qui a été adoptée par Gianni Agnelli et par Fiat. Excellente idée bien évidemment. Cet exemplaire nous vient de France, du Mans très exactement. Et comme c'est quelque part un bébé Ferrari qu'on a sous les yeux, eh bien ce n'est presque pas étonnant. Elle est passée entre les mains d'un club de passionnés de Fiat X109 qui l'a complètement remise en état. Et maintenant elle coule des jours heureux du côté de la province de Liège où elle sort de temps en temps décapotée, mais pas toujours.
Si elle n'exclut pas tout à fait un retour au moteur à essence, la marque Abarth est en train d'électrifier sa gamme. L'Abarth 600E Scorpionissima est la plus puissante jamais conçue. Rien de tel qu'un circuit pour la tester comme il se doit, avec évidemment notre pilote essayeur Jean-Pierre Van de Hoover. Le mythe Abarth peut-il se retrouver dans une voiture 100% électrique? Pas de doute, on repère la 600E Scorpionissima au premier coup d'œil, grâce à ce scorpion bien marqué sur fond jaune et rouge, synonyme de performance. L'histoire d'Abarth, c'est d'abord et avant tout des coups de gaz. Il n'en sera rien avec celle qu'on a devant les yeux, mais qui est la plus puissante de la marque jamais produite. 280 chevaux dans cette version Scorpionissima, qui, comme toutes les Abarth, est légère, nerveuse et avec un sacré caractère. Même dans sa teinte violette qui devient rosée au soleil, le design est agressif, accentué par un pare-choc avant griffé du Scorpion, des jantes de 20 pouces et un aileron arrière travaillé. À l'intérieur, les sièges baquets aussi beaux que confortables et signés Sabelt nous assurent d'une expérience de conduite aux sensations garanties. Histoire de ne pas trop l'offenser, on passera sous silence l'autonomie annoncée et limitée à 320 maigres kilomètres pour l'installer directement sur un terrain où elle s'exprimera le mieux, direction le circuit enduro de Bilstein. C'est assez déroutant. Et même sans attaquer, le châssis, on sent que le châssis est prévu pour garder les roues par terre. Exactement. Tu comprends? Donc maintenant, on va mettre en trinque et on va essayer de la prendre en défaut au niveau patinage et on va voir si on sait utiliser la puissance. Parce que toutes les voitures modernes maintenant, quand on est en ligne droite, la puissance, on l'a, mais dès qu'on commence à tourner et donner de l'accélération, la puissance chute directement. Ouais. Ici, accélération full, pas de patinage et pas de suppression de puissance, ce qui est souvent le cas quand... Tu vois, ici, on sent bien que le châssis est très rigide, mais oui, mais on ne sait pas tout avoir. Au niveau du freinage, on sent que les roues avant freinent un peu plus fort, mais c'est toujours sportif, quoi. Ici, on va avoir normalement du sous-virage, pas de sous-virage, et l'accélération, elle est directe. Elle est instantanée. Hein. Oui, je n'ai pas de coupure, alors que normalement, dans les voitures modernes, dès qu'on accélère trop par rapport à l'angle, il y a une cassure de puissance. L'ABS est plus que parfait. Évidemment, il fait sec. Hein. C'est très, très amusant en tout cas. Oui, même pour un pilote? Oui. Oui, parce que, regarde bien, je vais exagérer, je vais provoquer un peu de la glisse. Et même pas, elle n'a pas voulu. Voilà, ici, j'ai fait décoller le train arrière. Exprès? Volontairement. Parce que si je ne le fais pas volontairement, il n'y aura pas de décrochage. Tu as mis le générateur de son exprès. Oui, alors ça peut paraître jouette. Non, c'est très agréable. Il est fidèle. Oui, ah oui, tout à fait, tout à fait. Je dirais que c'est un bon turbo là, tu vois, ouais. Mais pas un 1300, je dirais un 1800 turbo, parce que l'accélération instantanée comme ça... C'est incroyable, hein? Oui. Ouais. Je me suis bien amusé, Manu. En 2023, Abarth lançait sa première Scorpion électrique avec la 500E. Cette 600E est la deuxième dans l'histoire de la marque italienne et cette version Ultra Scorpionissima est unique en son genre puisque limitée à 1949 exemplaires. On la préférera sur la piste que sur la route pour une simple et bonne raison. Elle adore qu'on écrase la pédale de droite.
C'est l'histoire d'un gamin de Verviers passionné de voitures et de dessin à qui professeurs et parents ont dit « Tu ne vas quand même pas dessiner des autos toute ta vie ». Eh bien, il l'a fait. Paul Bruer, c'est à lui que l'on doit les traits de la Fiat 128 Sport. Tenez, il a collaboré également avec d'autres marques et non des moindres, Seat, Mitsubishi, Saab, De Tomaso et bien d'autres. Et récemment, il y était de retour au pays à l'occasion d'un livre consacré à sa vie. Vincent Franzen nous raconte son histoire. Le livre Auto et dessin, Passion et destin, édité par MGBX Media, met sous les feux de la rampe le designer verviétois Paul Bruer. Une juste récompense pour un homme de l'ombre, discret, peu bavard, qui se rappelle dessiner des automobiles depuis son plus jeune âge. J'ai dessiné tout petit des voitures, même au crayon sur le tapis peint de la maison, pour la joie de mes parents. Et à la craie aussi sur le mur, bon, depuis tout petit. Les premiers dessins, je dessinais aussi des situations. J'avais fait un corbillard, non, avec un clown devant. Non. Et ma mère m'a dit, mais pourquoi un clown? Ben, c'est pour faire rire les gens qui suivent. Alors. C'est en parcourant les planches d'une célèbre bande dessinée que Paul Bruer s'est convaincu que son avenir, sa vie, allait passer par le dessin. 12-13 ans, c'était, oui. Je le disais à Michel Vaillant. Et alors, il y avait l'histoire de la création des voitures. Donc, ça m'a donné l'idée de faire ce métier. Dans la foulée d'études réalisées à l'Institut des Beaux-Arts Saint-Luc à Liège, Paul Bruer a tenté sa chance et titillé le destin. Son objectif, rejoindre l'Italie, patrie du design. Pendant mes vacances, j'ai voulu faire un stage. J'ai envoyé des lettres avec mes dessins à différents carrossiers de Turin. Et alors, un des carrossiers, Ozzy, m'a dit « Vous pouvez venir pendant un mois ». Et de là, tout est parti parce qu'après 3 semaines de stage, l'administrateur délégué m'a appelé et dit « Ça vous intéresse de rester chez nous ?» Et j'ai accepté. Dès cet instant, tout a été très vite pour Paul Bruer, à qui on doit le design de la Fiat 128 Coupé, sa première réalisation complète pour un grand constructeur. On nous a donné la dimension de la voiture, de faire une concurrence à la Capri, parce que la Capri, à ce moment-là, se vendait très bien en Italie, la version 1300, parce que... Et il fallait faire un coupé qui remplaçait la 850 Fiat, non? Et on est parti en vitesse parce qu'il fallait rattraper le retard. Donc, dans celle dessin, on est parti à développer la voiture en échelle A1. Et on a fait la maquette, elle a été présentée, ça a plu, tout le projet est parti comme ça. Ouais. Paul Bruer a également réalisé un nombre important de concept cars, ces ébauches aux allures futuristes pouvant préfacer l'évolution stylistique d'une marque ou d'un modèle. Une de ses réalisations a même été offerte à Henry Ford II. C'était la Megastar 2 qui était sur le châssis de la Fortunus. C'était un projet qui est inspiré de la première Megastar, mais plus orienté vers la production. Donc il y avait des possibilités d'aller en production, mais elle n'a jamais été. Si Paul Bruer aime dessiner des voitures, il en a aussi magnifié certaines, notamment pour les besoins de la compétition. Il en va ainsi des impressionnantes BMW 3 litres CSL préparées par le sorcier Luigi, dont le verviétois a imaginé des livrées devenues légendaires à l'image de celle-ci. Et puis, dans la vie artistique de Paul Bruer, il n'y a pas eu que des automobiles. J'ai dessiné des bateaux, des intérieurs d'avions, des hélicoptères. J'ai fait des gares téléphériques, des cabines téléphériques. J'ai dessiné aussi un train, d'intérieur de tram. Si aujourd'hui il dessine encore pour le plaisir, Paul Bruer avoue avoir un regard perplexe sur le design des automobiles actuelles. Je trouve que maintenant on exagère, on essaye les voitures sont hautes, grosses, et on essaye de remplir les espaces avec un tas de chromé, de plastique. Ça devient une cacophonie et je n'aime pas. Ainsi fut la vie de Paul Bruer, gamin de Verviers qui a fait carrière chez les plus grands du design, sans perdre une once de sa malice et de cette envie de rendre la vie plus belle.
Ce mois-ci, Damien de Rohan nous emmène dans un autre musée, le musée de l'Afrique, là où tout a commencé pour Xavier van der Strappen. Ce véritable visionnaire a créé l'Ecar 333, un véhicule électrique 100% belge à la mobilité légère, 20 ans avant tout le monde. Un projet avant-gardiste et audacieux qui s'est malheureusement heurté à une réalité typiquement belge. Bonjour Xavier. Bonjour Damien. Et grand merci d'avoir enfin accepté de participer au Mobility Studio. On va pas se le cacher, ça fait 1 an et demi que je vous harcèle pour venir raconter votre histoire, qui est une histoire génialissime, celle de la Ecar 333. On va expliquer de quoi il s'agit, mais c'est tout simplement, vous êtes tout simplement le premier et le dernier concepteur, développeur et producteur d'un véhicule belge depuis, je pense, la Minerva en 1904. Alors nous sommes donné rendez-vous ici devant le musée de l'Afrique parce que je pense que la genèse du projet a un lien, trouve des racines en Afrique, non? Oui, tout à fait. Donc j'étais en Afrique pour monter des expositions de sensibilisation et je voulais présenter, dans le cadre d'expositions de sensibilisation sur les changements climatiques et les nouvelles technologies, je voulais montrer des prototypes des démonstrateurs. Et donc j'ai eu l'occasion de faire des liaisons pour montrer que ça fonctionnait, Bruxelles, Dakar, et puis après Copenhagen, Cape Town, en Afrique du Sud, pour montrer que ça fonctionnait. Et comment on en est arrivé alors à la Ecar 333? Pourquoi déjà ce nom? Alors Ecar 333, en fait, pour éviter des homologations très coûteuses, il fallait qu'on soit sur 3 roues, même si les 2 roues arrière étaient jumelées. Donc 3 Ecar électriques véhicules. Et 333, donc 3 roues, 300 km d'autonomie, 3 personnes à l'intérieur, voilà, c'est ce qu'on visait en fait. Hein. C'était pas homologué comme voiture, mais comme véhicule léger, tricycle, quadricycle, un petit peu. En fait, vous avez inventé le Mobility Studio à bord duquel on est, c'est un peu la même catégorie, sauf que vous aviez 15 ans d'avance. Oh oui, bon, ça existait, mais c'était un petit peu un côté caché de la loi. Ils ne se sont pas beaucoup intéressés. On était dans des catégories de véhicules assez improbables, comme les trikes américains, les grosses motos à 3 roues, des machins comme ça, où il n'y a pas de limite de vitesse, pas de limite de poids. C'était une catégorie ultra intéressante, mais le projet a eu quelques difficultés aussi, parce qu'à un moment donné, l'Union européenne a légiféré sur le sujet avec la pression des fabricants, en fait. Jusqu'à quel stade vous êtes allé, hein? Je pense que vous avez présenté plus que des prototypes, des véhicules en lancement, au Salon de l'Auto en 2015-2017 ? En 2017, on a fait des ventes, hein, donc le véhicule était quasi homologué, quoi. On pouvait aussi les homologuer à titre individuel, mais bon, c'était pour des séries. Donc on était quand même très très loin. On était installé chez un industriel qui devait produire, qui testait les véhicules, qui avait tout le matériel, qui s'occupait de l'achat, de l'assemblage. Mais malheureusement, c'était un sous-traitant de Caterpillar. Caterpillar a quitté la Belgique. Eux, c'était 80% de leur chiffre d'affaires. Donc malheureusement, ils n'ont pas pu survivre à ce départ. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas également manqué du soutien des pouvoirs publics, régions, nationales, Europe? Mais en fait, on a vécu 4 législatures différentes. Donc c'était très compliqué de survivre à des changements de ministres, à des changements de conseillers, de ministres et d'orientation budgétaire. Alors c'est ça qui était compliqué aussi. Et aussi, je pense que la région wallonne a fait l'immense erreur de faire confiance à des Chinois qui prétendaient récupérer le site de Caterpillar pour faire la voiture électrique, alors qu'ils avaient déjà fait le coup à Turin et ils avaient déjà fait le coup à Bilbao. Pour conclure, comment voyez-vous l'avenir de la mobilité? Je crois que vous êtes occupé avec aujourd'hui tout à fait autre chose, hein. Oui, je pense que la mobilité, c'est une affaire réglée, je veux dire, entre la trottinette et le métro et le transport en commun et les gens qui veulent encore une voiture, pour certains qui doivent. Je pense qu'on a les outils. Maintenant, moi, je fais autre chose. Je travaille aussi dans un domaine qui me tient à cœur, qui est au fond la solidarité. On aide les sans-abri. Chaque année, on distribue plus de 2500 kits aux sans-abri, des tentes, des sacs de couchage grand froid. Via une association qui s'appelle? Tout à fait, Origami. Donc Origami, parce qu'en fait, les premières tentes, c'était vraiment du pliage de carton. On va afficher l'adresse ici en bas de l'écran. Xavier, encore immense merci. Ça valait la peine d'attendre 1 an et demi pour vous interviewer. Cette histoire est extraordinaire, même si effectivement, ça ne finit pas par des véhicules sur la route. Mais vous avez tracé la voie pour d'autres. Encore merci et donc, bonne route. Bonne route, oui.
La galaxie Abarth s'est trouvée un nouveau temple, ici même à la Squadra Abarth and Racing Collection, à Lier, près de Anvers. Tout ce qui a un lien avec Carlo Abarth se trouve ici. Des Abarth, des Fiat, des Lancia, des Saab, il y a même une Porsche et des Lada. Bref, un temple que je vous invite plus que jamais à venir découvrir. Bonne idée de sortie estivale, pourquoi pas. À propos d'été, on se retrouve le mois prochain. Mobilidé se met en mode best-of, on en reparlera. Mais d'ici là, bonne route et portez-vous bien.